Donc, what's up les boys, j'espère que ça va. Bienvenue dans Entre Athlètes. Désolé d'avance pour ma voix. On est en période voilà, où il y a pas mal de pollen. Cette année, je prends de plein fouet le rhume. Ça m'était jamais arrivé avant. Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, j'ai un invité de marque. Je suis content de t'avoir dans le podcast. C'est Jeff Corsi. Comment tu vas, Jeff? Un plaisir. Ça va, quand même. Attends, la base. Enchanté. Mais du coup, Jeff, pour te présenter rapidement, toi, tu as commencé très jeune les sports de glisse. Ouais. Et aujourd'hui, ton aspect, c'est le longboard, même le longboard dancing, je dirais. Exactement, longboard dancing freestyle. Généralement, on dit dancing et freestyle, effectivement. Ouais. Donc, tu as plusieurs médailles. Maintenant, tu crées carrément des stages. Donc, on va parler un petit peu de tout ça, de comment tu as découvert le longboard, comment justement t'es ce gamin qui est idolâtré, on en parlera après, une bande de skateurs à LA. Ouais. Et toi, aujourd'hui, maintenant, tu as la chance de pouvoir co-animer des stages, des séminaires à Los Angeles. Yes. Donc c'est génial. Donc voilà, tu as un parcours qui est, je trouve, hyper inspirant. Pour ça que pour ce podcast-là, on va beaucoup parler de ton parcours et aussi de la discipline. Généralement, j'aime bien, tu vois, sortir un peu peut-être du parcours des gens pour voir autre chose. Mais dans ton cas, tu m'as tellement donné d'infos, tellement raconté une histoire qui était riche, tu vois, de sens, d'émotions, que je me suis dit, écoute, pour une fois, on va mettre en avant le parcours et l'athlète. Donc écoute, j'ai envie de te poser la première question, qui est, voilà, aujourd'hui, on est en juin 2025, qui est Jeff Corsi. Eh bien écoute, je m'appelle Jeff, j'ai 33 ans, je suis longboarder professionnel depuis maintenant presque 10 ans. Je suis avant tout un immense passionné de sport de glisse, et puis un jeune marié aussi, à une femme extraordinaire, donc voilà. Et puis à côté de ça, je suis obligé de passer la petite dédicace aussi à mes collègues, parce que j'ai aussi un boulot à côté où je suis team lead design dans une entreprise qui s'appelle Superprof, et donc voilà, je pallie les deux choses en même temps. Mais ici, je suis là pour parler de sport et de ma passion, qui est le longboard dancing freestyle, que je pratique maintenant depuis presque 15 ans. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a beaucoup de choses. Et tu vois, il y a une question hors contexte que je vais te poser d'entrée. C'est, moi, par exemple, je suis très très nul en sport de glisse. Petit, on m'a acheté un skate. Je te jure que je suis monté dessus une fois, je suis tombé. Ouais. J'ai fait OK, c'est fini. Là, je suis parti à Bali il y a 2 ans. Ça va faire 2 ans bientôt. J'ai essayé de surfer. Un scandale, le mec. Le mec, un scandale. J'ai une histoire que j'ai pas racontée dans le podcast, mais j'ai failli mourir là-bas. Ok. J'ai failli mourir dans le sens où, tu vois, quand t'arrives, t'avais des vagues, tout ça. Et à un moment, tu sais, je me fais reculer en fait. Ouais. Donc tu sais, je plonge dans l'océan, de plus en plus loin. Et il y avait quelques rochers sur lesquels, tu sais, je voulais m'agripper. Et du coup, j'en rate 1, 2, 3. Sauf qu'à la fin, il restait plus qu'un rocher, tu vois. Le scénario, il est coton là. Et du coup, j'ai réussi à prendre ce rocher. Okay. Il y avait des pêcheurs là-bas qui se moquaient de moi, tu vois. Okay. Et pour te dire, est-ce que tu penses que les sports de glisse, déjà, est-ce que humainement, on est doué ou pas doué à ça, ou est-ce que ça peut se bosser? Non, je pense pas. Je pense que ça peut se bosser. Après, il y a des préconfigurations. C'est vrai que quand on bosse ça plus jeune, on a plus de facilité, mais j'ai envie de te dire un peu comme dans toutes les disciplines. Là, ce que tu as fait au niveau du surf, je pense que c'est un peu délicat parce que tu t'es mis dans une situation, un contexte où ça devait sûrement être des conditions difficiles, dans un environnement pas ouf de ce que tu me racontes. Franchement, c'est chaud. Et là, en fait, tu as été jeté dans le grand bain avec un truc qui était complètement inaccessible pour ton niveau. Donc, généralement, ça dégoûte. Et en fait, on se dit, c'est déjà dangereux, tout ce que tu me racontes. Et en plus de ça, tu passes plus de temps sous l'eau que sur ta planche à essayer de prendre des vagues, tu vois. Donc, pas ouf. Mais pour répondre à ta question, les sports de glisse, c'est un truc... C'est accessible à tout le monde. Je te donne un exemple. Nous, on a... Là, récemment, je reviens de Los Angeles, on y reviendra. Mais le doyen de notre groupe de longboard, donc d'élèves, on va dire, c'était quelqu'un qui avait 65 ans. D'accord. Donc, on peut s'y mettre à tout âge. Le surf, c'est pareil. Après, tout dépend, en fait, de l'environnement, des gens qui t'entourent, si tu es en confiance. Et si tu as un peu tout ça réuni dans un environnement, potable, on va dire, tu peux très bien évoluer et apprendre la discipline, que ce soit le surf, le snow, le skate, le longboard dancing en l'occurrence pour moi. Et voilà quoi. Mais tu vois, j'ai vu que tu faisais des stages, pareil, on en reparlera après, mais je me suis dit peut-être que tu vas faire peut-être un stage intensif sur 2 jours, que tu fais, il me semble, le week-end. Ouais. Ça pourrait être aussi pour moi une façon de me dire, tu sais, de ne pas vivre avec ce trauma en me disant, tu vois, bien sûr. Je suis nul au sport de glisse, c'est mort.
jamais j'y arriverai, tu vois. Non, vraiment, ouais, il faut surtout pas se baser sur des premières expériences comme ça, surtout si elles peuvent être pour certaines personnes traumatisantes, parce qu'en plus le rapport là, ce que tu me dis au niveau du surf, ça peut être très rude, c'est-à-dire que tu peux arriver sur des conditions où il y a des vagues qui, en fait, c'est très difficile de passer ce qu'on appelle la barre, donc c'est-à-dire d'aller derrière et d'aller prendre des vagues intéressantes. Après, généralement, quand tu débutes le surf, c'est vrai que tu restes dans des mousses, mais si les mousses sont trop fortes, ben, en fait, tu te retrouves boulé constamment et tu te retrouves dégoûté de la discipline. Et en fait, je pense qu'il faut aussi trouver une personne avec laquelle tu peux... Il n'y a pas que le cadre, hein, c'est aussi les personnes avec lesquelles tu pratiques, qui puissent te mettre en confiance et avoir ce rapport en fait de tutorat avec des gens qui sont capés et qui vont voir un aspect peut-être aussi psychologique de la personne. Bon là, toi en l'occurrence, tu vois, en termes de prédisposition, c'est vrai que t'es grand, t'es cassard, donc t'es forcément plus lourd que les autres. Il est vrai que ça sera forcément un petit peu plus difficile pour toi, notamment le surf. Mais c'est 5-10% du résultat final. Oui, bien sûr. Tu vois. Donc non, c'est pas parce que t'es grand, c'est pas parce que t'es stock que t'es pas apte à faire la chose, tu vois. Moi, je pense que c'est plus une question d'être entouré avec des gens qui sont bienveillants. Et puis, en l'occurrence, le surf, il y a les conditions aussi. Tu vois, le skate, c'est en rapport avec le bitume. Le bitume, il ne bouge pas. Bien que si c'est un bitume mouillé, là, ça devient dangereux, mais ça, c'est autre chose. Le snow aussi, tu vois, le snow, tu peux avoir un rapport avec la neige où d'un jour à l'autre, ça sera différent. Si tu as des plaques de verglas, si tu as une poudreuse, si tu as de la puff, enfin voilà. Mais bien s'entourer, ouais, bien s'entourer et ne jamais renoncer si c'est quelque chose qui te fait kiffer au fond de toi. Va chercher, c'est pas le premier try. Enfin, la vie, c'est que ça, hein, c'est que des échecs pour aller arriver à un succès au bout de 10 essais, 20 essais, 100 essais, 1000 essais. D'ailleurs, c'est l'échec qui te fait briller au bout d'un moment, quoi. Justement, toi, pour arriver au temps d'aujourd'hui, je pense que tu as vécu pas mal d'échecs et de réussites. Ouais. Mais avant de vivre tout ce que tu vis aujourd'hui, tu as forcément commencé quelque part. Ouais. Ça, c'est intéressant aussi parce que c'est vrai que dans les podcasts, je trouve qu'on parle très peu, tu vois, de comment les gens commencent, tu vois, le sport, etc. On parle beaucoup de, ok, aujourd'hui, tu as réussi à, je sais pas, à gagner Roland Garros, je dis n'importe quoi, mais tu as forcément commencé quelque part, tu vois. Toi, comment tu as commencé, du coup, les sports de glisse? Tu as commencé par le longboard direct ou tu as commencé par d'autres sports, peut-être qui t'ont amené vers le longboard? Bah, c'est marrant parce que tu l'as abordé en intro. Donc ouais, moi j'ai commencé avec le surf quand j'étais tout jeune. Alors pour te dire, c'est une petite anecdote qui est très drôle, j'ai commencé par le bodyboard. Donc le bodyboard, en fait, c'est une planche que tu mets, donc t'es à plat ventre sur une petite planche un peu plus courte. Et tu te fais glisser, c'est ça? Exactement, okay. Ouais. Et pas le body surf, bodyboard. C'est un petit peu différent. Et en fait, moi j'étais jeune, je devais avoir 6-7 ans. Et en fait, j'ai vite été appelé instinctivement à me mettre debout sur le bodyboard. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu te mets debout sur un bodyboard? Ben, en fait, la planche, elle n'a pas d'aileron, elle n'a pas de dérive. Tu t'enfonces, non? Donc alors, bon, déjà, tu t'enfonces, mais si t'es léger, que t'as de la vitesse, ça part. Tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Et le truc, c'est que ce qui se passe, c'est que la planche devient une savonnette. Mais totale, c'est-à-dire que t'as aucune direction, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte vite que je prenais les vagues, je me mettais debout, ça partait complètement en couille, tu vois. Et je me suis dit, mais attends, il faut peut-être que je level up là. Et il y a un autre sport qui s'appelle le surf, et où tu te mets vraiment debout sur une planche qui est adaptée pour ça. Et attends, ce qu'il faut, c'est que d'instinct, tu t'es mis debout sur une planche. Ouais, je t'assure. Mais t'as vu des gens le faire ou... En fait, je voyais des surfeurs, mais j'étais pas prédisposé. Et j'étais pas, comment dire, il y a personne qui m'a dit mets-toi au surf, mets-toi debout. Enfin, je l'ai fait assez instinctivement parce que mon but c'était un peu de faire n'importe quoi, tu vois. Il y avait pas de, en même temps j'ai 6 ans, 7 ans. Oui, t'es jeune. Je suis au début dans les mousses et après des petites vagues. Enfin, c'est pas des grosses vagues, tu vois. Mais j'ai souvenir, tu vois, de me mettre debout sur un body et partir, tu vois, en vrille complet. Et donc voilà, au fur et à mesure, je me suis mis au surf. Très drôle aussi parce qu'en fait, c'est un mec d'une école de surf qui m'a vu me débrouiller là-dessus. Et puis moi en fait je suis allé le voir à la fin de son cours et je lui ai dit est-ce que je pourrais peut-être me mettre au surf et tout, et il m'a filé une vieille board mais déglinguée, tu vois, genre les boards d'école de surf de l'époque, dans les années parce que moi je suis 91, dans les années 2000, un peu avant, tu vois, je dirais 98, et la board n'était pas du tout adaptée, elle était super longue, elle avait un profil de, on appelle ça des guns en surf, c'est-à-dire c'est des profils de, big up à tous les surfeurs d'ailleurs qui regardent cette vidéo, c'est des profils de planches qui sont très longues et très étroites, tu vois. Généralement c'est pour les très grosses vagues. Enfin, alors que moi, mec, je suis débutant, j'ai aucune base, je sais même pas faire un take-off, et mon take-off je le fais take-off, donc c'est se lever sur la planche. Je le fais avec les genoux parce que moi je suis sur le bodyboard et voilà. Et donc je me retrouve sur cette planche de surf qui n'est pas du tout adaptée ni à mon poids ni à ma taille.
Mais j'essaye. Et en fait, je deviens piqué par la discipline. Ce feeling, franchement, il faut le vivre pour le ressentir. Ce feeling de descendre, ne serait-ce qu'une vague, et d'avoir en fait cette sensation de liberté, de léviter un peu sur l'eau, tu vois. En fait, tout de suite, je suis parti en mode, mais c'est le kiff total, quoi. Donc voilà, et de fil en aiguille, en fait, moi, mes grands-parents habitaient dans le sud-ouest, à côté de Lacanau. Moi, je remontais en région parisienne, en Seine-et-Marne. Et mon grand-père m'a mis au skate. C'est-à-dire qu'il m'a vu, il m'a acheté une board de skate. Pour en fait renouer avec ce feeling, cette sensation de surf, mais sur le bitume. J'ai fait du skate, mais vraiment en mode un peu comme tout le monde, tu vois, un peu comme ce que tu me disais tout à l'heure, sauf que j'ai un petit peu continué. En flat, je me débrouillais, j'avais les bases, tu vois. Mais je me suis défoncé plein de choses. Je me suis défoncé un poignet, je me suis fait des chevilles. Et en fait, c'était un peu... je trouvais ça un peu rude. Et puis, le skate, c'est très, très dur. Hein. C'est vraiment un sport. Je pense que ça fait partie des sports les plus compliqués. Parce que tu as l'aspect technique qui est difficile. Déjà, rien que de comprendre comment tu fais un ollie, un kickflip. Pour beaucoup de gens, c'est en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe ? Pour moi, c'est what the fuck, hein. J'y comprends rien, ouais, c'est clair. Alors que c'est de la physique, en fait. C'est des histoires de pression, c'est des histoires de comment lever la planche, mettre un coup sur le côté pour la faire vriller dans une rotation, pardon. Pareil pour tout ce qui va être rotation donc de l'autre axe, de nose à tail. Mais c'était dur. Enfin, tu vois, il y avait ce rapport-là. Et je retrouvais pas la fluidité que j'avais en surf dans le skate. Sûrement parce que je m'y suis pas mis assez. Mais ça va venir ensuite avec une autre discipline que je découvre avec des potes dans mon petit village d'enfance, donc en Seine-et-Marne. Et où là, en fait, on est quatre. On est quatre à découvrir le longboard. Alors, pas sous sa forme de longboard dancing, mais sous sa forme de cruising. Cruising, c'est quand tu vas carver, quand tu vas faire des virages, des balades. Parce que le longboard, c'est quoi ? Enfin, pour la faire très courte, c'est une planche de skate plus grande. Exactement. Alors, ce qui est le plus important dans le longboard, donc évidemment, c'est le fait qu'on ait plus d'espace, mais c'est aussi les roues et les trucks. Donc, trucks, c'est les essieux métalliques qui connectent les roues à la planche, qui sont plus grands. Les roues sont plus grosses. Donc, en fait, il y a un feeling un peu plus smooth sur l'asphalte. Et d'ailleurs, c'est plus agréable de premier abord parce qu'on a l'impression d'être plus sur un nuage, en fait. Ok. Ça va plus vite, surtout quand tu fais des descentes. Et par exemple, si tu as un petit caillou sur la route, ça va soit le dégager, soit ça va rouler dessus, easy going, tu vois. Ouais, alors qu'en skate, mec, tu ramasses, quoi. Ouais, c'est ça. Tu t'envoles vers les étoiles. Putain, c'est ouf. Mais tu vois, il y a un point que tu as dit au tout début, juste en revenir dessus rapidement. Ouais. Quand tu as ce skate, tu vois, c'est quoi ta réaction ? Et pareil, quand tu testes le longboard, tu vois, est-ce que tu as des souvenirs un peu de ces moments-là ? Tu vois, est-ce que tu te dis, bien sûr. Putain, peut-être que là, je touche à un truc. Peut-être que c'est pour ça que je suis fait, tu vois. Alors, ouais, carrément. Déjà, il faut juste remettre le truc en considération. Nous, on était un groupe de 4 potes, je suis obligé de les mentionner. Ah oui, bien sûr, vas-y. Robin, Vincent, Guillaume. Il y en a d'autres, Annex, Christian, Clément, qui sont venus après, Haroun, qui sont venus se greffer à ce groupe de base. Mais nous, on était inspirés par les Z-Boys. Oui. Et pour ceux qui écoutent et qui font de la glisse, c'est sûr que ça leur parle. Les Z-Boys, c'est un groupe californien des années 60-70. Qui ont révolutionné la discipline et en fait qui ont surfé, c'est le cas de le dire, sur l'arrivée des roues en uréthane. C'est quoi les roues en uréthane, en fait, c'est des roues qui sont plus molles. Parce qu'à l'époque, c'était des roues très très dures dans le skate, tu vois, et en fait, tu pouvais pas rouler sur toutes les surfaces. Ah, tu m'étonnes, ça doit vite taper. Exactement. Et en fait, eux, à la base, donc en Californie et Los Angeles, ils roulaient sur donc des roues très dures. Et de base, c'était des surfeurs pro, sponsorisés par une team qui s'appelait, donc c'est les Zephyr. Et le moment où les roues en uréthane arrivent, en fait, les étoiles sont alignées parce que il y a une sécheresse en Californie et les piscines ne sont plus alimentées en eau. Parce qu'en fait, le gouvernement décide d'arrêter l'alimentation en eau. Donc, les piscines s'assèchent. Et du coup, ils font du... Et mec, du coup, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent, mais attends, là, il y a des vagues, genre, une fois par semaine, parce qu'il y a des conditions une fois par semaine. Je grossis le trait. Hein. Ouais, bien sûr. Mais à côté, tu as des piscines, en fait, elles sont là tout le temps. Et donc, en fait, là, on a des roues qui nous permettent de rider ces piscines-là. Donc, en fait, on va aller squatter chez les gens et on va rouler chez les gens. C'est incroyable. Mec, c'est fou. L'histoire, elle est folle. L'histoire de l'avènement du skate en Californie, elle est dingue. Et nous, on l'a vécu, alors, toute proportion gardée, je veux surtout pas faire style, tu vois. Mais en tout cas, on l'a vécu avec notre petit groupe de potes où on sortait des cours.
On était lycéens, tu vois, ouais, lycéens. La meilleure époque. Lycéens, bah ouais. Et en fait, on sortait avec nos boards, on faisait des descentes, enfin, c'est ni fait ni à faire, hein, mais des trucs, on se mettait sur les descentes les plus raides, même des nationales, enfin. Des nationales, carrément. Ouais, non, mais on a fait des trucs, mec, c'est ni fait ni à faire, mais en tout cas, on était à la recherche de l'adrénaline et on était à la recherche, en fait, de ce sentiment de liberté qu'on pouvait avoir dans les descentes. Et on suivait, tu vois, les uns après les autres. Et génial, au fur et à mesure, en fait, c'est marrant parce que notre groupe, on a commencé à 4. D'ailleurs, on l'a appelé Karma Pirata parce que c'est en référence avec une scène de film dans The Lords of Dogtown. Et d'ailleurs, je conseille à tout le monde d'aller voir ce film, l'avènement des E-Boys, et où Skip, le shaper, dit au rider ouais, toi, t'es pas un pirate, tu rides pas H24, le taf, on s'en bat les couilles. L'important, c'est d'aller rouler, tu vois. Et donc, en fait, on a créé un groupe qui s'appelait Karma Pirata à l'époque, en rapport avec ça. Petite anecdote d'enfance, tu vois. Et voilà. Et au fur et à mesure, on roulait, en fait, on inspirait les autres. Et le groupe, il a grossi. À la fin, on était une dizaine, tu vois. Il y avait plein de villes autour qui s'y mettaient. Et à cette époque, c'était bien moins connu qu'aujourd'hui. Tu vois, c'était il y a 15 ans presque. Ouais, c'était il y a 15 ans. Et les gens disent c'est que ce truc, tu vois, cette planche, elle est grande. Il y a ces grosses loups. Ouais, mais vraiment. Puis surtout que nous, on avait un peu ce truc un peu rebelle aussi, tu vois, d'aller pleine balle. Après, puis voilà, on se retrouvait tous en bord de Seine, avec nos boards, aller faire des feux de camp, dormir belle étoile, tu vois. Enfin, vraiment, le mindset un peu des riders de l'époque, tu vois, des riders jeunes. Mais ouais, très drôle. Enfin, quand j'en parle avec beaucoup de nostalgie parce qu'aujourd'hui, tu vois, quand je vois l'ampleur que ça a pris pour moi, c'est assez fou, tu vois. Et donc voilà, et à la suite de ça, moi, j'ai vu une vidéo qui m'a... Ce que j'allais dire, en gros, t'as vu une vidéo qui... en fait, exactement. Toi, je sais pas si on peut dire mindfuck, mais qui t'a vraiment retourné le cerveau. Ouais. Et je te dis, du coup, raconte-la, mais... Ça a, on va dire, changé ta vie quasiment, quoi, cette vidéo. Complètement. C'est un tournant. En fait, j'ai vu une vidéo d'une marque de longboard, on reviendra ensuite dessus parce que c'est intéressant, qui s'appelle Loaded Boards, et où la vidéo s'appelle The Dancer, et c'était deux Adam, qui ont commencé à danser sur des planches d'1,50 m, tu vois. Et là, je me suis dit, mec, attends, les mecs, ils sont sur des planches qui sont immense, 1,50 m, enfin... 50, c'est très grand, c'est très grand. Tout le monde se rend compte, c'est énorme. Tu peux faire du tandem dessus, tu peux être à deux. Et en fait, ils inventaient des pas, et là, je me dis, mais attends, c'est à la croisée des mondes entre le longboard surf et le skateboard, et en plus de ça, il y a l'aspect carve. Enfin, en fait, toutes les étoiles sont réunies. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est ça qu'il faut faire, en fait, tu vois. Et je suis allé me procurer une board qui n'était plus commercialisée, donc celle-là, la Dancer, d'un gars qui l'avait dans le sud de la France, seconde main. Le jour où je suis monté dessus, mec, tu sais, ce feeling en mode, ça clique direct. Ouais, c'est pour toi. Genre, c'est instinctif, limite, c'est fusionnel, tu vois, c'est charnel, quoi. Et je me suis dit, mais c'est fou. Et je savais rien faire à l'époque, tu vois. Mais c'est juste, j'avais l'impression de pouvoir m'exprimer différemment, et j'avais ce sentiment de liberté de fou, tu vois. C'était un feeling de dingue. Donc voilà, à la suite de ça, à partir de ce moment-là, j'ai tryhard. Et du coup, comment t'apprends, en fait, parce que tu vois des vidéos, tu vois des gens le faire, ou c'est toi qui te crées tes propres chorégraphies? Alors, au début, on regarde, on essaie de reproduire par mimétisme, tu vois. Mais c'est assez aléatoire et assez étrange. Donc, par la suite, je vais rencontrer plusieurs personnes sur Paris, notamment un mec qui m'aura énormément inspiré, qui s'appelle Lotfi Lamali, qui lui est le père du longboard dancing moderne. Et lui, il va inventer plein de moves. Donc moi, je fais des allers-retours à Paris, je le vois de temps en temps, il y a des petits événements et tout. Et puis au fur et à mesure, en fait, on s'inspire. Moi et mes potes, on s'inspire. Et là, nous, en fait, on décide de créer notre propre marque. Donc moi, j'ai 22 ans. Tu crées Ara, c'est ça? Ouais, c'est ça. 21 ans ou 22 ans, je sais plus. Je crée Ara Longboard, petite marque française, mais avec un groupe de 4 autres potes. Donc le fameux Vincent dont je te parlais du groupe Souche, Étienne, Léo, Robin. Et on va créer nos propres planches. Ce qui est super cool dans notre groupe, c'est qu'il y a un ingénieur, il y a un mec qui est manuel qui travaille dans le bois. T'as un graphiste designer, donc moi. T'as un photographe caméraman, Vincent. Et en fait, on est tous complémentaires. Ouais, chacun ses forces. Et c'est fou. Parce sur le papier, c'est incroyable. Alors qu'on est jeunes, tu vois. Ouais.
On est jeune, on a le plus jeune Vincent, je crois qu'il a 18 ans à l'époque, tu vois. Ok. Genre, on est vraiment, on sort à peine de lycée, tu vois. Et ouais, et là, en fait, on part faire un tour d'Europe. On fait plusieurs villes en van, enfin vraiment le road trip pour promouvoir nos planches de surf, de longboard, nos planches de longboard, et on va dans plein de shops, dans plein de villes d'Allemagne. On a fait l'Allemagne, on a fait donc la Belgique, Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la France, l'Espagne, et ça en fait on le fait en road trip d'une traite. On passe 60 jours à faire un road trip à l'arrache. C'est incroyable, c'est génial. Avec nos boards dans le c'est même pas un coffre en fait, dans le van. Ouais. Et on dort à la belle étoile. Enfin, mec, il y a des anecdotes de fou sur ce trip. Enfin, absolument exceptionnel, tu vois. Et moi, ça m'a vraiment fait. Je pense que ce truc-là, il m'a vraiment fait switcher en mode, ok, là, mec, il y a un truc. Il faut que tu tiennes parce qu'il y a quelque chose à aller creuser. Et voilà. Et à la suite de ça, il s'est passé ce qui s'est passé. Si tu veux que je te raconte ou je sais pas, tu me dis parce que c'est long. Hein. Là, je fais un monologue, mon pote, je suis parti. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Moi, ce que j'ai noté en gros, c'est ça, c'est qu'il y avait 4 potes au départ, qu'après vous avez justement créé la marque Ara. Ouais. Vous avez parcouru l'Europe. Ouais. Après, ce que je note quand même, c'est que t'as une vidéo qui a pété sur les réseaux. Ouais, alors c'est ça. C'est justement ça. C'est là où je voulais en venir. C'est ça un peu qui t'a fait exploser, quoi. En fait, ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que après, moi, j'arrive, je vais aux Pays-Bas en Erasmus sur un échange universitaire sur ma dernière année de master. À l'époque, je suis en fac d'art, je sais pas trop ce que je veux faire. J'aime bien le graphisme, tu vois, et c'est pour ça que je te disais que j'étais graphiste parce que voilà, c'est le truc que je kiffe à la base. Et en fait, là-bas, je fais une vidéo avec les boards qu'on a créés. Qui est relayé par un média qui s'appelle Extreme Sport. Oui. Aujourd'hui, je pense que ça s'appelle Unreal, mais je suis pas sûr. Enfin, ça a un peu bougé ce truc-là. Oui, mais c'est quand même connu, parce que moi, ça me parle. Ouais. À l'époque, c'était une chaîne télé. Ok, c'est ça. C'était une chaîne télé, tu vois. Et donc, c'est relayé là-dessus. Et moi, je me fais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois. Premier buzz où tu te prends ça plein fouet. Attends, en gros, ils te relayent sans te dire, juste ils bien sûr. Repost, complètement. grosso modo. Complètement. Ils me repostent, ça fait genre plusieurs millions de vues à l'époque. Bah, tu sais, t'as ce truc en mode qui est. Enfin, c'est encore plus impressionnant qu'aujourd'hui parce que. Les réseaux n'étaient pas autant démocratisés. Oui, je parle comme un vieux, c'est catastrophe. Non, mais c'est vrai, mais t'as raison. On est en 2000. Je sais même pas en quelle année on est. 2016, 2017, j'en sais rien. Mais bon, il y a 10 ans, quoi. Il y a un peu moins de 10 ans. Et ouais, donc ça pète. Et là, en fait, je me fais repérer par 2 marques. Une marque européenne et une marque, enfin pas californienne, mais américaine, de la côte ouest aussi. Et en fait, je décide d'aller. Enfin, j'ai le luxe d'avoir le choix entre ces 2 marques. Une marque qui s'appelle Timber et l'autre qui s'appelle Moonshine. Et je me dis, en fait, la connexion avec ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune avec mes potes. Sur le podcast, on se doute bien que tu vas aller vers la marque américaine. C'est ça. En fait, c'est ça. Et donc, je suis contacté par un team manager qui s'appelle Brandon, avec lequel je suis toujours en contact aujourd'hui, avec lequel j'ai fait le premier camp donc, à Los Angeles, en Californie. C'est avec lui. C'est avec lui, tu vois. Donc, pour boucler la boucle. L'histoire, elle est belle. Ouais, l'histoire est très belle. L'histoire est très belle. Parce qu'à la base, lui, il est team manager de cette marque-là, qui s'appelle Moonshine. Et donc, voilà, il m'envoie des boards, on signe il y a un contrat qui... Premier contrat, puisque tu signes. Premier contrat. C'est fou, parce que tu commences ton sport, un contrat où vraiment, là, tu reçois des boards, c'est... Tu vois, c'est incroyable. Ouais, le grand bain, assez rapidement, et de se dire, voilà, que finalement, j'avais eu raison de croire en la possibilité de pouvoir faire quelque chose, tu vois, et comme quoi il y a eu une succession évidemment je dirais pas d'échecs, mais tu vois, c'est en mode tu tentes une marque qui s'appelle Ara, finalement ça marche pas parce que ça on l'a pas dit, mais oui, c'est vrai. En gros ouais, mais mes potes sont partis dans le sud de la France, finalement la production de board c'est au fur et à mesure arrêté, et où moi je le prenais en mode putain c'est un échec, moi je voyais trop de potentiel, trop de possibilités là-dedans, et au final ça s'est pas fait, et là à ce moment-là boum, il y a quelqu'un d'autre, un acteur externe qui vient et qui me contacte, tu vois, et comme quoi voilà, au bout d'un moment c'est possible. Et donc au final j'aurais roulé peut-être 5-6 ans pour cette marque. T'as fait des compètes? Ouais, j'ai fait plein de compètes. J'ai été vice-champion du monde avec cette marque, ouais, effectivement. Champion de France avec eux, non? J'ai été champion de France avec... Alors ça c'était avec la marque avec laquelle je roule actuellement, qui s'appelle le Ça on le dira après, c'est que j'ai avancé un peu, mais... Non, pas de souci. Donc j'ai fait pas mal de compétitions avec cette marque-là. J'ai pas mal vadrouillé. J'ai vadrouillé partout en Europe, j'ai vadrouillé aux États-Unis. J'ai fait plusieurs villes aux US, quelques compétitions aux États-Unis aussi, et voilà, et de fil en aiguille, j'arrive à avoir donc des podiums, j'arrive à avoir la possibilité de pouvoir faire des
donner des cours, faire des stages au Portugal, en France, avec d'autres structures, avec d'autres personnes. Pour le moment, on ne parle pas de choses que j'ai créées, mais c'est juste je me suis mis dans le bain avec ça. Et voilà. Et alors malheureusement, au bout de 5 ans, cette marque se fait racheter par un mec de la finance, c'est un mec de chez Google, une sorte de trader. Donc le gars de la Silicon Valley, quoi. Ouais, exactement. Donc exactement. Et en fait, il a un mindset totalement différent du patron précédent. Et où finalement, ça crée des clivages et des tensions dans l'équipe. Donc moi, je suis quand même très connecté à cette marque. Donc j'essaye, en fait, tant bien que mal, de tenir le bout. Ouais, tu veux rester le plus longtemps possible, quoi. Ouais, mais au final, je vois que j'ai mes potes riders qui partent au fur et à mesure. Et puis plus je fais des réunions avec ce gars, plus je me dis, mais on n'est pas du tout alignés. Le gars, son seul objectif, c'est faire du business. Alors je le comprends totalement. Oui, il faut que le but, ça tourne, bien sûr. Mais sa manière de faire du business, c'était vraiment en mode, on pense chiffre first. On pense même pas à l'expérience, on pense même pas à l'aspect de véhiculer, tu vois, des valeurs ou alors véhiculer quelque chose, tu vois. J'aimerais vous parler d'une nouveauté que nous mettons en place dans le podcast. Toutes les semaines, nous mettrons désormais en avant une association. Cette semaine, j'aimerais donc vous parler d'une cause qui me tient à cœur. C'est l'association Un combat pour Aiden. Elle soutient un petit guerrier atteint d'une maladie rare. Elle se bat au quotidien pour améliorer sa qualité de vie. C'est un combat de chaque instant et je suis vraiment fier de les soutenir. Et pour les aider encore plus concrètement, vous pouvez acheter la carte solidaire de notre invité du jour pour les soutenir. Le lien pour acheter la carte se trouve dans la description. Je vous laisse maintenant avec l'épisode du jour. Bonne écoute. En fait, ce qu'il y a, c'est que même pour toi, quand tu es sportif, moi je le vois, tu vois, avec les sportifs de haut niveau que je côtoie maintenant un peu, en fait, quand tu es associé avec une marque, forcément, les valeurs de la marque vont, mine de rien, déteindre sur aussi toi, ta personne. Ouais. Donc si tu es en collaboration avec une marque, c'est pour ça que moi je fais hyper attention, tu vois, avec les partenaires qu'on a dans le podcast, même en tout cas, même pour les compléments alimentaires, enfin tous les partenaires qu'on a en perso. Ouais. Parce que tu vois, demain, tu as un scandale qui éclate, c'est toi qui vas prendre. Et mine de rien, quand tu vois, moi je conseille des compléments alimentaires dans une marque que je recommande et en laquelle je crois. Je dis pas que c'est bien, mais en tout cas, s'il y en a qui prennent des compléments alimentaires, je préfère qu'ils aillent dans la marque que je recommande plutôt que chez d'autres marques où je sais que ce qu'ils vendent, c'est pas forcément ouf. Mais pareil, tu vois, imagine moi demain, je conseille du coup Nutrimea qui est mon sponsor. Demain, il y a un scandale chez Nutrimea. C'est aussi mon image qui va baisser, tu vois. Ouais. Donc pour ça qu'aussi à l'époque on l'a pas précisé, mais même pour ton image à toi, je pense que quand t'es pas en désaccord, ça te touche toi, mais après ça touche aussi les gens qui vont te suivre toi, quoi. Ouais. Petit aparté, mais c'est important de le préciser, quoi. Non, mais c'est hyper important. Et puis moi je le vois aujourd'hui dans ma vie de tous les jours, tu vois. On me contacte beaucoup, tu vois. Là dernièrement, avant-hier, j'ai reçu un partenariat pour une marque de bière. Ok. Je leur ai dit merci les gars, mais en fait c'est pas moi, c'est pas mon truc, tu vois. Des bières qui te contactent. Je donnerai pas le nom de la marque, mais ça c'est énorme. Ouais. Okay. Y a pas que ça, il y a des vapos. T'as des marques un peu what the fuck qui te contactent sans dire les prénoms. Ouais, je vais pas donner de nom. Ouais, bien sûr. J'ai eu des marques de poêles de cuisine. Poêles de cuisine. Ouais. Non, mec, il y a tout n'importe quoi. Après, t'as les marques de fast fashion où là, ça sort direct. Ouais. Je veux pas être. Je m'en fous du montant. Je veux pas être affilié à ça parce que c'est pas mon éthique. En plus, t'as des marques, je pense, qui pourraient tellement bien te payer que limite tu pourrais arrêter de bosser parfois. Ouais. Je me rends pas compte. Mais je pense aussi. Après, comme tu as dit, c'est l'éthique. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis trop aligné, c'est trop important pour moi, tu vois. Trop important pour moi et ça vaut beaucoup d'argent. En fait, putain, c'est une punchline de Orelsan qui balance ça dans un de ses sons. Merde, l'éthique en gros vaut une somme à 5 chiffres. Enfin, je sais plus comment il la formule, mais et c'est fou. Il a totalement raison. Pour moi, c'est trop important en fait d'être aligné au moins avec ce que tu proposes. Parce que sinon ça a aucun sens en fait, tu vois, et puis tu vends un truc, voilà. Donc juste on a fait une aparté. Ouais, on a fait une grosse aparté, je sais plus qu'on parlait. Attends, je vais essayer de revoir. La vidéo qui buzz, t'as la boîte qui est rachetée. Ouais, t'as la boîte qui est rachetée par un trader, c'était le trader. Et donc là au bout d'un moment, moi je me dis je crois que ça a pu le faire. Et comment mentalement tu l'encaisses? J'en fais une aparté mais t'as raison. Tu vois, moi quand j'ai quitté mon CDI, du coup qui était mon alternance d'avant, qui m'a formé, je suis resté 3 ans là-bas, tu vois. Quand tu pars, tu sais, au début, un peu comme toi, t'es attaché à la marque, mais bon, faut que tu partes parce que du coup, moi, je pars pour lancer le podcast à fond, parce que j'ai d'autres projets. Mais tu sais, quand tu pars, c'est une séparation, tu vois, que je vis. Bien sûr. Toi, comment, du coup, mentalement, t'arrives à te dire, ok, faut que je parte, c'est mieux pour moi, tu vois. Ouais, c'est une très bonne question. Moi, en fait, il y a un aspect important dans mon parcours, c'est la fidélité. La fidélité, alors, ça peut être en amitié, en amour, enfin bref, voilà. Mais là, c'est la fidélité vis-à-vis des gens
qui t'ont fait confiance. Et quand tu signes un partenariat ou quelque chose, je le vois toujours sur le long terme. En fait, comment est-ce que tu peux gérer le truc sur le long terme. Donc ça, effectivement, t'es en mode ah putain, une marque que j'adorais. Ça va se finir quoi. Ouais, en fait, ça va se finir. En fait, je pense que c'est surtout un concours de circonstances. Le fait de voir des personnes qui m'étaient chères aussi, qui ont quitté la marque un peu avant moi. Et moi, voir que je suis plus du tout aligné avec ce nouveau gars et qu'en fait, si on continue à bosser, je vais bosser à reculons tout du long. Et là, en fait, ça n'a plus de sens. Donc au bout d'un moment, la question s'est posée. Et en fait, elle s'est posée au même moment que je suis parti faire je suis parti donc une semaine en vacances avec mon pote dont je te parlais là, qui est mon inspiration première, qui s'appelle Lotfi Lamali, j'en parlais tout à l'heure, qui est devenu un très très bon pote, un ami même. Et on est parti surfer ensemble. Et d'ailleurs, tourner une vidéo, c'est drôle parce qu'à la base c'était pour lui, qui était plutôt axé sur moi, mais avec justement la marque de l'époque, Moonshine. Et pendant le trajet, cette question-là, elle arrive, tu vois, en mode, mais mec, je sais pas ce que je vais faire, enfin Moonshine, je pense que c'est fini, ça me saoule et tout. Et puis je lui dis, qu'est-ce que tu me conseilles? Toi, tu as aussi beaucoup d'expérience, tu en as plus que moi. Tu es depuis plus longtemps dans le business de la longboard. Et il me dit, mais pourquoi tu viens pas chez Lodid? Et en fait, quand il me dit ça, mais mec, je me dis, mais attends, mais en fait, c'est évident. Ouais. C'est évident, c'est mon amour de jeunesse. Sous les yeux, quoi. Mais ouais, c'est mon amour de jeunesse. C'est ce qui m'a fait tomber amoureux de cette discipline, cette marque-là, avec cette vidéo The Dancer. En fait, toutes les étoiles sont alignées et j'ai même pas à réfléchir. Tu vois, c'est un truc où, tu sais, quand tu réfléchis à des choses et que là, tu vois que le chemin, il est tracé, que t'as même pas trop à te poser de questions, ce déclic, tu vois, ce déclic en mode, mais c'est ça. Et donc, c'est une chance, c'est une chance parce que je l'ai eu à ce moment-là. Et je suis très heureux aujourd'hui de rouler pour Loaded Boards, une marque qui rayonne à l'international, donc qui est américaine, californienne, basée à Los Angeles, et qui font toute une gamme de planches, aussi bien pour le longboard dancing, mais aussi pour le longboard de descente. Où là, ça va être des plages différentes. Ouais, c'est des plages différentes, des planches un peu plus courtes, généralement très très dures. Un peu plus basses aussi, enfin, après ça va dépendre, il y a plein d'aspects, mais pour avoir un centre de gravité bien stable et pouvoir être vraiment ferré sur la planche, parce que quand tu prends 100 km/h dans une descente, mec, là j'ai un pote d'ailleurs qui a gagné hier le championnat de France de DH, donc de downhill, de descente. Putain, c'est où qu'ils font ça? Moi je serais après ça dépend, il y a partout en Europe, dans les Alpes ça se pratique beaucoup, Pyrénées aussi, il y a une étape à Péragude. Il y a une étape du championnat de France de longboard de descente et les mecs ils bombardent, le record du monde je sais plus à combien il est établi, mais c'est un truc genre 140, tu vois. Wow. Mec, 140, t'es à ça du sol. T'imagines? Donc c'est un autre délire, je pense qu'il faut être plus cramé de la tête encore. Ouais. D'ailleurs, big up à Antoine Carlotti qui vient de gagner justement ce championnat de France, mais il faut être bien cramé de la tête, il faut adorer l'adrénaline, c'est sûr. Tu vois, Antoine, je serais curieux de lui parler dans le podcast. Mec, je suis sûr qu'il serait ravi de venir. Parce que je me dis, putain, c'est. Ouais. Bon, les deux parcours sont intéressants, mais. Putain, parce que je connaissais pas ça en fait. Ouais. Je me dis, putain, mais comment tu tenses à 100 ou plus de 100? Ouais. Tu vois, t'es protégé. Ouais. Mais mec, tu tombes, protection pour protection, je pense que tu t'arraches. C'est chaud. C'est ça qui est incroyable, c'est comment tu y vas, t'acceptes le risque. Et tu vas quand même, tu vois. Bah ouais, non, mais c'est. Grosse aparté une fois de plus. C'est complexe. Non, mais t'as raison. C'est un délire. C'est un autre délire. C'est un autre délire. La seule similarité, c'est qu'on est sur une planche, qu'on a le rapport au bitume. Mais nos planches sont très différentes. Et ce qu'on fait, c'est très différent. La descente, ça va être beaucoup de gainage du corps. Alors que parce qu'il faut être en tuck, donc être en position aérodynamique, parce qu'il faut être bloqué pour faire des slides, pour ralentir, etc. Alors que le longboard dancing, et d'ailleurs on n'en a pas parlé, je pense que c'est important aussi, mais qu'est-ce qu'est le longboard dancing? C'est vrai, ça fait 1 heure qu'on parle, on n'avait pas précisé de qu'est-ce qu'on en parlait, quoi. Ouais. Oh, l'erreur. Le longboard dancing, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une discipline qui allie donc chorégraphie de mouvement avec mouvement de planche. Donc grosso modo, c'est essayer de trouver une esthétique de mouvement de corps avec le mouvement de la planche. Ok.
Et c'est là que ça prend tout son intérêt, en fait. Donc, on pourrait dire, c'est une planche de skate sur laquelle tu vas faire des mouvements chorégraphiés, donc des mouvements de pas de danse, des mouvements aériens et des mouvements que j'appelle tricks au pied. Il y en a qui vont me dire que c'est une hérésie de dire ça, mais en gros, c'est des mouvements de skate, si tu veux, des mouvements de freestyle au pied, freestyle à la main, donc envolé de planches, et des mouvements du dancing pur. Et la grosse différence qu'on a avec les danseurs classiques qui vont tout type de danse, c'est que nous, on a un dance floor qui est très limité, qui généralement fait 1m10, 1m30. Grosso modo, il y a des planches plus grandes, des planches plus petites. Mais c'est très limité, ça c'est en longueur, et en largeur, c'est très court. C'est 20-30 cm. Ah oui, tu vois. Okay, ouais. Donc comment avec ce dance floor, tu arrives à te... comment est-ce que tu arrives à te mouvoir en gros ouais, avec, c'est quoi. ça, exactement. Exactement. Faire qu'un... Et gros avantage qu'on a, c'est le fait qu'on peut carver. Et c'est là que c'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt de notre discipline. Le carve, qu'est-ce que c'est? C'est des virages droite-gauche. Donc en fait, à quel moment le mouvement de ton corps sur ta planche allié avec ce carve que la planche te procure, c'est esthétiquement intéressant. Tu vois. Et c'est trop stylé parce qu'en fait, on a plein de possibilités. Il y a tout un univers créatif qui est à prendre. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivé à une période donnée, en 2015, un peu plus, tu vois. Que je dise pas de conneries, ouais, ça devait être ça. Donc, il y a plus de 10 ans, où tout était à faire. Et en fait, nous, on a appris, comme je t'ai dit, par mimétisme avec certaines personnes, mais on a appris aussi, on a fait plein d'erreurs, tu vois, en mode, tu fais un move, la board se barre en couille, toi, tu tombes, et en fait, tu te dis, bon, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Par contre, j'ai le sentiment que là, il y a un point d'équilibre que je peux aller chercher, soit pour un envoi, soit pour un mouvement de danse. Et en fait, tu te dis, mais peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et nous, à l'époque, c'était que de la créativité à 200%. Tu vois, c'était en mode, ok, là, il y a quelque chose à créer. Et constamment, on était sur ce processus créatif, tu vois, qui est trop stylé. Ah, bien sûr. En fait, c'est sans fin quasiment, quoi. Enfin, exactement. C'est ça qui est génial. Mais c'est vrai que ton sport, du coup, t'as à la fois la partie sportive, la partie artistique, créative. En fait, c'est hyper complet, quoi, comme sport. Ouais, complètement. Et on prend... nous, on prend inspiration sur plein de choses, tu vois. On peut... Donc, évidemment, le skate classique, parce que ça fait partie du truc. Mais on prend inspiration sur de la danse de tout type. Alors, moi, j'ai des potes qui font du dancing très orienté break. Il y en a d'autres très orientés classiques, tu vois, des pointes avec des montées, des pirouettes, etc. Il y en a d'autres danse contemporaine, etc. Moi, pour info, j'ai un style assez nerveux, assez rapide, presque agressif sur certains mouvements, très rapide, tu vois. Mais après, ça dépend de chacun. Et puis, ensuite, tu as des envois de planches, tu as des mouvements de toupie circulaires qui peuvent s'apparenter, à du patinage artistique, tu vois, tous les mouvements de rotation, ou du BMX flat, tu vois. Donc, en fait, c'est assez proche aussi d'une autre discipline, du BMX flat. C'est assez proche de ça, parce qu'on est constamment en recherche de comment est-ce que le corps, en tension, en équilibre, peut être amené à être utilisé, avec les histoires d'écart droite-gauche, donc de carve, des fois de nose manual et de manual, donc équilibre sur des axes dans un sens, devant-derrière, sur les côtés. Comment est-ce que ça peut marcher, tout ça, tu vois. Et c'est de la physique aussi, mais c'est assez intéressant parce qu'on va essayer de pousser les limites en fait de la physique, et c'est avec l'entraînement que tu vois au fur et à mesure que tu peux créer des nouveaux moves. C'est trop cool. En fait, l'aspect créatif joue une part très importante dans la discipline, et ça, c'est trop bien. Moi, c'est quelque chose que je kiffe. Tu vois, ce qui est fou, c'est que moi, avec ce podcast, je découvre tellement de disciplines. Ouais, bah, j'imagine. C'est vraiment... Mais en fait, ce qui serait incroyable, c'est que, je sais pas, que je puisse réunir, tu vois... Je sais pas... Tu vois, des mecs qui font des sports différents, ce serait génial, tu vois, que tu puisses parler avec, même demain, un skater. Tu vois, c'est un sport qui est différent, mais tellement proche. Il y a trop de choses qu'on va faire avec ce podcast. Mais pour te dire que oui, ce qui est fou, c'est qu'en fait, tous les sports, en fait, quand vraiment tu vas deep dans le truc, t'as des choses que personne ne voit, tu vois, t'as des choses que... c'est sûr. Toi, tu vois des choses, mais que moi, je comprends, parce que tu me l'expliques. Mais c'est vrai que moi, demain, je vois tes vidéos qui font des milliers, des millions de vues. On s'en bat compte de ça, tu vois. Mais alors, c'est intéressant que tu dises ça, parce que ça, c'est valable pour tous les sports, je pense. L'ultime goal, enfin le but, je pense, pour chacun d'entre nous, c'est le moment où quelqu'un va regarder ce que tu fais et te dit, ça a l'air simple. Bah, c'est ce que je me dis, un peu. Ouais. Ça, en fait, ce truc-là, ça veut dire que tu rends la chose, en fait, fluide,
et que tu as atteint un niveau où tu te dis, il n'y a pas de saccade, c'est fluide, c'est léger, ça passe. Tu vois. Toi, tu le ressens aussi? Alors moi, sur la planche? Ouais, quand tu fais une vidéo, enfin, est-ce que tu te dis, toi pareil en retour, quand tu te vois, tu te dis ok, c'est fluide, ça passe, mais est-ce que toi sur la planche, tu as ce ressenti-là? Où tu te dis, ah putain, peut-être que là, il y a un truc qui a pas été smooth, bien tu sûr. vois? Moins. Okay. Moins parce qu'on est toujours en recherche en fait d'aller plus dans la perf et dans la précision du move. Moi, je suis arrivé à un stade où sur certains mouvements, je suis dans une mémoire musculaire totale. Okay. Donc, comme quand tu vas marcher en fait pas comme un enfant qui apprend à marcher, tu vois, ou quand tu montes les escaliers, quand t'es petit, tu les montes à quatre pattes. Au début, tu montes à pied, et puis tu vois que tu te pètes la gueule, tu remontes, tu réessayes. Aujourd'hui, quand je fais les pas de base sur ma planche, c'est des trucs où je pourrais... En fait, même mes yeux, ils regardent plus mes pieds. Je regarde au loin. Les mouvements aériens, quand je grabe la planche, je la regarde plus. Je sais où elle va, comment elle va. Je sais que l'activation de mon bras, ça se passe comme ça. Ça va être de la subtilité, en fait. Là, on va vraiment travailler sur comment aiguiser ton mouvement pour qu'il soit plus rapide, soit qu'il soit dans une espèce de fluidité où tu vas chercher en fait une tension extrême dans ton quart, où en fait ton corps limite t'as l'impression qu'il va tomber, et en fait avec l'inertie du mouvement ça repart. Wow. Tu vois, ça c'est trop stylé. C'est plutôt dans ces moments là où tu te dis que t'es dans le flow. J'imagine qu'en surf à haut niveau, enfin moi je suis très novice en surf comparativement à tout ce qui se fait actuellement. Enfin je sais surfer des vagues et tout, tu vois, mais j'ai pas un gros niveau, et j'imagine qu'en surf à très haut niveau ça doit être pareil quand les mecs ils font des rollers et qui font des gerbes d'eau qui sont en tension totale. Toi, t'as l'impression que c'est simple, mais mec, le niveau pour accéder à ça, c'est insane. Et c'est là que je te dis, pour moi, un sportif, quand tu le regardes, tu te dis, c'est stylé, mais ça a l'air d'être simple. Pour moi, t'as vraiment atteint un des paliers les plus importants dans ta discipline, celle d'être fluide et d'avoir une mémoire musculaire qui est bonne. Et pour moi, la mémoire musculaire, c'est extrêmement, extrêmement important. Et ça s'acquiert en tellement de temps. Parce que quand tu taffes un move, tu as la phase création, donc déjà, comment est-ce que tu vas faire le move. Ensuite, tu as la phase donc, apprentissage du move, où tu vas le replaquer, on appelle ça comme ça, en skate, en longboard, etc. Et après, tu as la phase donc, consolider le mouvement, pour l'avoir, je sais pas, à une échelle de 1 sur 2. Et une fois que tu as ça, tu vas essayer d'avoir la mémoire musculaire. Et ça, mec... Ça, c'est des années, ça. C'est des années. Ouais, c'est clair. C'est des années de répétition, parce qu'en fait, il faut que ça soit c'est même plus... Enfin, c'est le cerveau, mais c'est un truc qui dépasse le cerveau. C'est presque les cellules, tu vois, qui captent le truc, qui savent... Et quand tu arrives à choper la planche sans regarder quasiment, c'est en fait, insane. Je vais revenir sur cette anecdote-là, parce que c'est marrant. Il y a quelques années, j'ai fait une prestation, un show pour YouTube. Le YouTube Brandcast, donc c'est leur soirée annuelle YouTube France, et où on avait un show. C'était le premier gros show que je faisais, c'était en 2018 je crois. Premier gros show que je fais devant 2500 personnes. Rien que ça. Ouais, moi je suis genre en mode tu vois, le premier truc où tu te dis bon, c'est chaud, je suis pas le seul sur scène, mais il y a cette pression. En plus, je suis sur une estrade où en fait faut pas balancer la board n'importe comment, enfin il y a tout ce truc là. Et pendant mes entraînements de répétition, je fais les trucs les yeux fermés pour essayer en fait de voir si je suis bien calibré, tu vois, si mon corps il est calibré sur les trucs. Donc je fais mes envois de planche et les rattrapages sur un truc très commun, classique, qu'on appelle l'aérograb. Je le fais les yeux fermés, je fais des full moon les yeux fermés, enfin je fais des mouvements les yeux fermés pour être sûr que je suis bien calé. Et moi je suis un peu un nerd de tout ça. À ce moment-là, je suis dans le truc en mode ok, il faut que tu l'aies 9 fois sur 10 ou 8-9 fois sur 10, tu vois, minimum, pour être sûr que ça passera, tu vois, le jour J. Et le jour J, ça s'est très bien passé. Mais ouais, c'est mémoire musculaire, pour moi, c'est un truc très important. Ouais. En fait, tu penses que, quand les yeux fermés, est-ce que tu penses que, c'est pas forcément ça qui est important, mais est-ce que tu penses que dans tous les cas, c'est quoi la planche, tu la ressens, ou c'est vraiment, en fait, t'as un truc, je sais pas, mathématique qui fait que si tu fais un geste précis, elle va forcément arriver là En fait, c'est... Moi, je suis curieux, parce que moi, ça m'intrigue, tu vois. En fait, c'est plus dans la... Comme je te dis, c'est une mémoire musculaire en fait, d'impulsion, d'envoi. Alors, le but, c'est pas de la faire tout de suite les yeux fermés. En fait, c'est de la faire genre en série de 5 ou 10. Tac, 10 fois, ok.
10 fois, tu as eu un 10 sur 10, ok, la 11e, 12e, tu vas le faire les yeux fermés. Normalement, ça passe, tu vois. C'est plus dans ce sens-là. Ta question, c'était est-ce que tu la ressens ou est-ce que tu... C'est pas une question de... Enfin, c'est vraiment plus une question de mémoire musculaire. C'est comme si je te disais, pense au fait que demain, tu as un podcast sur lequel tu dois réfléchir et monte les escaliers en courant. Mais mec, tu vas pas réfléchir aux escaliers que tu montes parce que tu l'as fait tellement de fois, tu sais. C'est plus dans ce sens-là. Okay. Et alors, l'escalier, c'est facile parce qu'en fait, on est confronté à ça tous les jours de notre vie depuis qu'on est petit. Donc, en fait, on se pose plus du tout la question. Et moi, le but, alors j'arriverai jamais à ce niveau d'expertise, et personne, à moins de rouler 10 heures par jour tous les jours de l'année, ce qui est en soi pas possible, ne serait-ce que par les blessures. C'est clair. Mais voilà, ce but d'aller chercher le niveau God mode, quoi, le mémoire musculaire à fond. Ouais, moi, je suis vachement. Il y a un truc à creuser. Faudrait que je sais pas, quelqu'un peut-être un spécialiste là-dedans, tu vois. Ouais. Il y a trop de trucs à creuser. Bon, on va faire finir l'aparté parce c'est intéressant. Je sais même pas, ça fait combien de temps qu'on tourne. Ça fait grosso modo 1 heure. Mais tu vois, je suis bien. Là, je suis en détente, je suis tranquillement. Là, il y a un sujet qu'on va aborder qui est plutôt cool. C'est quand tu deviens champion du monde en 2021. Vice-champion du monde. Vice-champion du monde, excuse-moi. Faut pas dire de. Ouais. Pardon, je suis désolé. Ouais. Quand tu deviens vice-champion du monde en 2021, en plus, je l'avais écrit, c'est moi qui. C'est pas grave. Fin de journée, je suis enrhumé, j'arrive plus à lire. On est bien, tranquille. Est-ce que du coup, quand tu fais, on va dire, le podium, en gros, tu vois, t'es deuxième, est-ce que pour toi, tu vis ça un peu comme une petite consécration, ou est-ce que c'est plus, on va dire, le début de quelque chose, peut-être d'une aventure nouvelle qui s'ouvrirait devant toi? Je le vis comme quelque chose où je me suis donné les moyens parce que je me suis entraîné. Ça, je le conscientise pas tout de suite. Et je le vis comme quelque chose, ok, ça c'est possible, il faut aller chercher plus loin. En fait, assez rapidement. C'est ça que tu vois les champions, bien sûr. Ouais, je le vis assez rapidement comme ça. Je suis très heureux de ma 2e place. Je sais qu'il y en a d'autres qui seraient pas heureux de ça. Moi, je l'ai vraiment kiffé. Mais je le vis en mode... t'es capable de ça, mon gars, va plus loin en fait. Essaye de. C'est une première étape. Il y a d'autres choses à aller prendre et let's go quoi. Et puis c'est cool parce qu'avec nos potes, c'est une petite niche, niche sportive. Donc on n'est pas extrêmement nombreux, on se connaît tous plus ou moins. Et il y a un aspect compétitif, mais bienveillant, tu vois. En mode, on se tire la bourre. Mais. Tu vois, c'est en mode, l'enfoiré, il a posé ça, vas-y, tu vois, je vais lui montrer que moi, je suis capable d'eux. Et c'est très stimulant, tu vois. Et on a tous envie d'aller chercher plus loin. Aujourd'hui, tu vois, il y a une nouvelle génération qui est arrivée, là, qui envoie du bois en technicité pure, mais les mecs, ils sont trop chauds. En France, on a des dingos, tu vois, ils se reconnaîtront, ils envoient des trucs on fire. Et ouais, et ça donne envie, en fait, tu vois. Même moi, qui aujourd'hui, voilà, j'ai 33 ans, j'ai plus la fraîcheur que j'avais quand j'étais plus jeune, c'est sûr. J'essaie d'aller la chercher, tu vois. Mais c'est un process où, tu vois, au bout de presque 15 ans de pratique, c'est difficile d'avoir toujours de la fraîcheur. Et ces mecs-là, ils m'inspirent. Et ces nanas-là aussi, parce qu'il y a des meufs qui envoient aussi, qui sont hyper inspirantes. Donc voilà. Mais pour en revenir à la compète, non, je le vois comme quelque chose en mode, vas-y, il faut aller chercher quoi. C'est pour ça que j'ai continué la compète d'ailleurs et que je continue toujours parce que j'aime ça. Et pour moi, c'est un truc où, tu vois, les réseaux, c'est bien beau et voilà, je suis très content d'avoir des gens qui me suivent et voilà, c'est super. Mais pour moi, la compète, il y a un truc où il n'y a pas de retouche, il n'y a pas d'artifice. T'es là, mec, tu réussis, tant mieux, tu foires, tu sors. Et ça, c'est très beau. Enfin, je trouve ça très beau et très vrai. Il faut vivre, tu vois. C'est très dur aussi. Attention, les compètes, c'est très dur. Ouais, mentalement, ça peut être très rude. Mais je sais pas, je kiffe ce truc-là de se dire, vas-y, là, t'y vas, il y a un essai, un run. Justement, ça, je veux dire, comment tu marques des points? Parce que ça, on l'a pas dit, mais c'est important. Bien sûr. Parce que tu vois, là, on parle de championnat du monde, tout ça, mais comment tu marques des points? C'est la base, tu vois, du truc, quoi. Ah ouais. C'est un peu comme le patinage artistique. Donc, généralement, t'as 4-5 juges qui sont tous capés dans des rôles un peu différents, mais qui sont tous pro-riders ou danseurs pro. Des fois, ils mettent un danseur pro aussi avec pour apporter une touche un petit peu de créativité et de flow. Hyper intéressant. Je trouve ça très cool. Donc, grosso modo, il va y avoir 4 gros piliers sur lesquels les juges se basent. Donc, il va y avoir difficulté,
rapidité d'exécution, consistency, donc la consistance. Consistance, ouais, la régularité. Et il y en a un quatrième, donc j'ai dit flow, vitesse d'exécution et vitesse, je l'ai dit. Difficulté. Non, j'ai vitesse. Ouais, vitesse. Vitesse, ouais. Voilà. Et donc c'est là-dessus. Donc en fait, et différence aussi. Enfin, différence de mouvement, la façon avec laquelle en fait tu peux créer ton run de A à Z en mêlant à la fois du dancing, donc tout ce qui va être mouvement de rotation, mouvement de pas de danse, avec le carve et avec la vitesse que tu prends, mais aussi les mouvements aériens, donc sur lesquels tu vas graber ta planche, tu vas les remettre sous tes pieds. Mouvement de... Je les appelle tricks au pied, mais en gros, mouvement de freestyle pur. Et comment est-ce que tu arrives à chorégraphier tout ça dans les 2 minutes qui te sont imparties, 1 minute 30, ça dépend, tu vois. Donc c'est court. Ça peut même être 1 minute. En fait, ça dépend. Phase de pré-qualification, enfin qualification, phase de quart de finale, demi-finale, finale, enfin, tu vois, ça dépend. Ça dépend des compètes et tout. Mais voilà, en gros, comment est-ce que tu arrives à construire un run intéressant où tu bats aussi le mec en face, quoi. Où tu te foires pas, et où tu fais à la fois des bangers, nous on appelle ça comme ça, donc des mouvements hyper impressionnants, techniques, qui sont replaqués bien. Donc c'est très similaire en fait au patinage artistique dans la globalité. Comment user aussi l'espace. Oui. Tu vois, bon ça va avec la vitesse aussi, parce que généralement quand tu vas vite, si tu vas vite, tu utilises de l'espace. Bien sûr. Voilà. Tu vois, dans ces sports-là, ce qui est intéressant, je trouve, tu vois, dans les sports où tu affrontes directement quelqu'un, tu sais, mais c'est frontal, tu vois, au tennis, tu affrontes quelqu'un, tu bats, tu perds ou tu gagnes. Pareil pour le football, pareil pour beaucoup de sports. Tu vois, dans les sports, moi, que je découvre, comme le street curl, par exemple, on va dire des sports qui se rapprochent de la force, haltérophilie, etc. Toi, j'ai fait une compète, moi, dimanche. Pour moi, c'était une compète pour m'échauffer par rapport à la suite, mais en fait, moi, j'ai une barre que je veux faire. Donc moi, mon adversaire premier, c'est la barre. Ouais, bien sûr. Mais en parallèle, j'ai aussi un autre mec qui lui aussi doit affronter la barre. Sauf que lui, si son score, enfin si la barre est plus élevée que la mienne, il est devant moi. Donc tu vois, comment toi tu joues un peu là-dessus dans le sens où, ok, tu vois, moi je me dirais par exemple, ok, je dois faire cette barre, mais si la barre que j'annonce et que je réussis, elle est plus faible que celle du voisin, j'ai perdu. Alors que moi, ma barre en vrai, je l'ai soulevée, tu vois. Toi, comment tu gères un peu ça quand tu prépares tes rides pour être sûr qu'en gros, tu réussisses à la fois ton run, ou je sais pas comment tu dis, ton ride, mais qu'en plus tu puisses battre le mec en face, quoi, parce que c'est le but, hein, sinon tu t'étais éliminé, quoi. C'est intéressant. Alors moi généralement, je parle pour mon cas de figure, je prépare mes runs à l'avance. Je sais en fait, c'est un puzzle. C'est un puzzle en fait, il y a run numéro 1, run numéro 2, run numéro 3, où il y a des combos qui sont imbriqués les uns dans les autres. Je ne me base pas sur les autres. Quand je prépare un run, je suis focus que sur moi. En fait, le problème de se baser sur les autres, c'est que lors de leur passage, surtout s'ils passent avant toi, tu vas te déstabiliser, tu vas te dire putain, mais il a fait un truc que je ne sais pas faire. Et généralement, c'est le cas. Toi, c'est différent, on est sur des poids. Donc, il y a un rapport qui est très différent à la compète. Mais sur des disciplines artistiques comme la nôtre, patinage artistique, c'est pareil. En fait, c'est en mode, il y a une part de créativité. Et là, tu peux pas te comparer aux autres et te dire je suis meilleur, je suis moins bon. En fait, si tu pars dans ce raisonnement-là, généralement, ça te fait dérailler le cerveau. Et en fait, t'es plus dans ce mindset où tu dois tout défoncer, déjà pour toi. Je pense que d'ailleurs, je pense que c'est le point le plus intéressant et important. Déjà, t'arrives en compète, c'est déjà pour toi. Tu dois être à la hauteur de tes propres attentes et il faut que tu te fixes la barre assez haute. Et si t'es content de toi, même si t'as pas réussi la compète, je pense que tu as déjà réussi un truc et ça veut peut-être dire aussi que tu t'étais pas fixé la barre assez haut. Et vice-versa, si tu fais une compète en demi-mesure mais que tu finis sur le podium, enfin si tu fais une compète en demi-mesure pour toi mais que tu finis sur le podium, soit c'est que tu survoles tout le monde et dans ce cas, c'est stylé pour toi, mais ça veut dire aussi que tu aurais peut-être pu faire mieux, tu vois. Et je reviens sur un point intéressant que j'avais vu de je sais plus qui, un grand sportif, qui avait dit, je crois que c'est Teddy Riner, il avait dit j'ai plus apprécié une médaille de bronze qu'une médaille d'or. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'en fait, le mec, dans son process alors, je sais plus le contexte, il faut remettre les choses en place. Mais en gros, dans le process de compète, sur une de ses compétitions, il s'est donné beaucoup plus, mais il a eu la médaille de bronze. Et sur une autre, il avait eu l'or.
en donnant moins d'efforts, tu vois. Et donc, je trouve que c'est très beau. Tu vois, tu as des compètes où tu finis quand même sur le podium et où tu te défonces. Et même si tu as la 3e ou 2e place, elle a quand même une belle valeur pour toi déjà. Il ne faut pas négliger ça. Je pense qu'il ne faut pas négliger ça et je pense que c'est déjà un rapport avec toi-même. Donc, ça rejoint ta question de ne pas se caler sur les autres. Ou alors se caler sur les autres pour l'inspiration, mais pas pendant la compète, parce que pendant la compète, mec, c'est trop tard en fait. C'est trop tard. En fait, ça veut dire que dans ce cas, t'es pas prêt. Bien sûr. Et auquel cas, il faut que tu te remettes en question, mais après la compète. C'est pas la peine. Pendant la compète, mec, c'est pas la peine. Il faut, vas-y à fond, fais ce que t'as à faire. Si t'es pas bon, c'est que tu t'étais pas assez préparé ou qu'il y a des paramètres, des éléments que t'as pas pris en compte. Et justement, et en plus, c'est un point aussi que je voulais dire, c'est que en l'occurrence, quand c'est une question de poids, par exemple, parce qu'artistique, c'est quand même dur, tu vois. De savoir, après avec le temps tu peux savoir aussi si le mec il a fait un run mieux que toi, mais tu vois par rapport au poids, le mec aussi peut prendre une strat où il met plus que toi, par contre il peut rater. Ouais. Donc, tu vois, alors juste toi, les compètes c'est le nombre de reps. C'est le plus lourd possible. C'est comme l'haltérophilie. En gros, t'as 3 essais. Une fois contre le mur, boum. C'est ça, en gros t'as 3 essais. Ouais. T'as les biceps, ils doivent prendre cher. En fait, justement, c'est intéressant parce que du coup, moi sur TikTok, les mecs ils me disent putain, les biceps, ça, je dis oui, mais en fait. En fait, ça va, parce que les épaules. En fait, t'es bloqué contre le mur. Ok. Après, moi, je découvre, j'ai commencé il y a un mois, tu vois, mais après, bon, on va dire qu'à la muscu, tu vois, bon, depuis que je suis tout petit, je fais ça, tu vois, mais là, pour le faire vraiment, sérieusement, en gros, t'as les fesses, le dos, enfin les épaules et la tête collées contre le mur, donc en fait, t'es bloqué. Et en fait, avec les jambes, si tu veux, tu vas essayer de les jambes sont droites, tu vas essayer de pousser un peu, mais c'est vraiment le haut du corps, donc en fait, t'es gainé. En fait, tu vois, tu pars comme ça, bras tendu, et là, tu montes, mais sauf que là, t'es bloqué. Donc après, du coup, tu remontes avec les épaules, les pecs, tout ça, et après, la barre, du coup, te fait arriver, en fait, faut que t'aies la paume à la fin. Qui dépasse les épaules. Ouais, je vois. Donc tu vois le truc. Après, le seul risque, ce serait que forcément, si au final, quand tu remets la barre par terre, tu la retiens, là tu peux tout arracher. C'est pour ça que du coup, quand on est en haut, quand on est en haut, ce qu'on fait, c'est que nous, la barre, on l'a fait tomber, tu vois. Ah la vache. Tu sais que j'ai vu une vidéo il y a 2 jours d'un mec qui se fait. Qui s'arrache les biceps. Qui s'arrache les ligaments là. Ah bah je suis pas étonné, ouais. Aïe, mais ça, c'est. Ah, ça fait mal. Pareil pour les pecs. C'est impressionnant. Enfin, moi, je me suis fait plein de blessures, mais. Ah, c'est ça. Mais celle-là. Mais tu vois, les mecs, ils me disent sur TikTok. Moi, j'ai fait une vidéo, hier ou ce matin. Je crois que j'ai fait je sais pas combien de milliers de vues, tu vois, mais les mecs ils disent oh putain, un truc de fou, nan. Et à un moment, t'as un mec qui me parle de blessures. Je dis, mais tu sais que les blessures, en fait, dans tous les sports, tu peux te blesser. Tu vois, peu importe, toi, tu t'es blessé récemment. Moi, avant, je faisais du crossfit, je me suis blessé aussi au niveau de l'épaule. C'est comme ça, tu vois. Demain, t'as beau tout mettre en place, c'est le sport. Tu peux te blesser, tu vois. Après, forcément, faut pas non plus être trop bête et jouer dessus. Mais c'est intéressant. Et justement, quand on parle d'entraînement et de blessures, comment ça s'entraîne justement voilà, comment tu t'entraînes toi, Jeff, dans ta discipline? Ouais, c'est intéressant. Donc moi, comme tu l'as capté, j'ai aussi un job à côté. L'année dernière, j'ai bossé exclusivement sur la ride. Je me suis remis sur un taf, alors premièrement parce que j'adore mon taf et que j'adore la créa et qu'en fait ça me fait un équilibre de vie très intéressant. En fait, j'aime beaucoup ce truc-là. Et alors moi, généralement, soit je me lève tôt, et je vais faire une session avant mon taf. Ah, c'est chaud ça quand même. Ouais, ça m'arrive souvent. Tu te lèves à quelle heure? 6h matin, ouais, c'est ça. 6h, 6h30. Okay. Je vais faire une session avant. Ensuite, je vais au taf. Des fois, je reboucle. Alors, donc, grosso modo, je reprends dans le contexte. Là, dernièrement, début d'année, j'avais une routine assez carrée où je faisais entre 8 et 9 sessions par semaine de sport. Énorme. Et la session, c'est quoi? C'est 1 heure, 2 heures? Ouais, putain. Ouais. En gros, c'était 3 séances de workout par semaine à midi, pause déj, au taf, dans une salle de sport qui est littéralement à 3 mètres de là où je taffe. Okay. Donc ouais, magnifique, le scénario incroyable. Tu vois, je cours, boum, je vais dans la salle de sport, je fais 1 heure, 1 heure et quart, pleine balle, je fais ça lundi, mercredi, vendredi. Ok. Il faut le tenir déjà ça. Ouais, parce qu'après quand tu reviens au taf, bref. Parfois tu connais les petits coups de mou quand tu reviens, mais et en fait le truc, il faut manger aussi. Il faut manger, ouais. Il faut manger vénère. Ouais. Et en fait, quand je sors du taf le soir, les soirs où, alors le lundi, le mercredi ou le vendredi, je fais une autre séance de longboard cette fois-ci, tous les soirs de la semaine et le week-end. Le week-end, je fais 2 grosses sessions. Et des fois, je m'autorisais en fait à faire sauter une soirée. Parce que dans l'histoire, il y a aussi ma femme. Ce que j'allais dire, c'est ça le truc en fait. Ah, c'est normal, c'est important. En fait, et d'ailleurs, mille merci à elle qui, accepte aussi cette routine de sportif et qui
quelque part valide parce que c'est une routine qui est pas facile. Je suis pas souvent à l'appart. C'est pas évident. Hein. Moi, j'ai ma copine qui m'a filmé à ma compète dimanche. Tu la vois, elle est là. Par moment, tu dis, bon, c'est cool parce qu'elle t'aime, mais tu dis, putain, ça me fait chier. Enfin, pardon, excuse-moi. Enfin, ça m'embête en gros de la mettre dans des trucs comme ça alors que c'est ma. Mais bon, c'est pour ça que je te rejoins là-dessus. C'est vrai que c'est. On dit pas assez. Mais souvent, on dit, oui, les femmes, ça, etc. Et parfois, c'est les hommes, hein, parce que parfois, t'as une femme, tu vois, qui fait son truc, etc. Mais dans le couple, en fait, c'est vrai que c'est important d'avoir justement cette moitié-là qui va t'apporter parce que tu vas réussir grâce à elle, en fait, aussi. C'est essentiel. Je pense que c'est le truc qui change la donne. C'est le truc un peu dans l'ombre qui va te faire prendre une tournure de être pro ou être plus amateur. Parce que c'est au quotidien. C'est du vécu dans l'ombre. Mais c'est ce que les gens voient pas, mais en fait c'est le truc le plus important. Bien sûr. donc voilà, donc encore une fois gros big up much love. Et en plus je crois que rien à voir, mais en gros je crois qu'en plus pour la demande en mariage, t'avais fait un truc un peu sympa, non? Ouais, je l'avais noté ça, ouais, c'est ça. Ah ouais, je savais pas que je te l'avais dit. Mais t'inquiète, moi j'ai trouvé, t'inquiète. Comment t'as su ça? Attends, dinguerie. Dinguerie, mec, je sais même pas comment t'as su ça. Je l'ai fait en Californie, ouais, je l'ai fait sur une crique en haut de l'océan Pacifique, ouais. Magnifique. Au coucher de soleil, ouais. Non, là, je t'ai surpris, là. Ouais. Là, je t'ai surpris. Ouais, magnifique. T'inquiète pas. Et donc, c'est hyper important pour un quotidien, en fait, pour une routine. Moi, j'ai de la chance d'adorer la routine. J'en discute avec beaucoup de personnes. C'est important aussi d'aimer sa routine. Hein. Mec, généralement, les gens que je rencontre, ils se disent là, ouais, je suis dans une routine, c'est la merde, etc. Je me fais chier. Mec, moi, la routine, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand je suis hors routine, je suis en mode merde. J'ai pas mes séances de. Putain, les gros mots, il faudra les biper. Pardon, je suis désolé, Pierre, tu vas te régaler. J'arrête pas, donc je vais arrêter de dire tout ça. Non, on est trop à l'aise. Punaise. Et la routine, j'adore en fait. C'est en mode. Donc, comme je te disais, les entraînements, c'est donc 3 séances de workout par semaine pour renfort musculaire parce qu'on chute tout le temps. Je chute tous les jours, moi, quand je fais des. C'est vrai, et en plus, t'apprends à chuter, mais il faut se renforcer quand même. Parce que... C'est ça. Et t'as raison, et toi, t'es quand même l'un des meilleurs dans ta discipline, mais tu chutes tous les jours. Parce que t'apprends, parce que tu tombes, parce que c'est comme ça, quoi. Ah, mais en fait. C'est important de le dire aussi. Mec, c'est très simple. Les gens qui disent, moi, je chute pas dans ma discipline, enfin, je pense humblement que ce ne sont pas des professionnels. C'est-à-dire que pour moi, la chute, c'est la base de l'évolution. Surtout dans les sports de glisse. Enfin, si tu chutes pas, ça veut dire que tu te mets pas dans une position délicate ou dans une difficulté, tu vois. Mec, évidemment qu'on chute, on chute tous les jours. Et on chute plusieurs fois tous les jours. Ça fait partie du truc. Alors après, tu vas me dire en prestation, non. Parce qu'en fait, on va faire le 50% de ce qu'on sait faire et qu'on sait faire au cordeau, carré. C'est ça qui est impressionnant aussi. Mec, rien à voir. C'est pas la même chose. En entraînement, tu tentes des trucs où tu as une chance sur deux de te viander, tu vois, sur certains moves. Et c'est normal. Ou de te prendre des retours de planche. Mec, les tibias, et au bout d'un moment, ils ressemblent à des couteaux à pain, tu vois. C'est pareil. Haute punchline que l'homme pâle avait dit dans un de ses sons. Mec, c'est vraiment genre, tu vois, c'est denté. Le tibia, il est denté de coups. Et... Ça doit faire super mal en vrai. Ouais, c'est vrai. Ça doit arracher. Après les retours, les retours dans les tibias, on est habitué. Dernièrement, j'ai eu un retour dans les genoux là où je me suis dit merde, je crois que je me suis encore gros mot. Je me suis dit punaise, je crois que je me suis cassé l'os sur le côté, le genou quoi. Et en fait, Dieu soit ça l'a fait. Mais non, chuter, ça fait partie du quotidien, de nos quotidiens et j'aimerais bien voir la personne qui ne chute pas et qui est douée dans ce qu'elle fait. Enfin, ou alors ça veut dire qu'elle stagne et qu'elle reste à un niveau, tu vois. Donc non. Et quand les gens me disent ouais mais t'es sérieux, tu chutes toi, t'es sérieux, tu chutes. Bah mec, évidemment, en fait tu sais pas de quoi tu parles. Ouais, évidemment que tu chutes et c'est la base. Et pareil, même dans la vie, je pense que c'est le truc le plus intéressant. En fait, de faire des erreurs, de tomber et en fait c'est pas grave si tu recules un peu, mais vas-y, tu repars direct. Prends des murs et prends-en plein. C'est bien, tant mieux. Ça veut dire que tu te mets dans des situations inconfortables et qui te font évoluer. Qui te vont te faire évoluer et qui vont t'amener au succès. Et généralement, le succès, il est kiffant parce que tu as eu des chutes et des problèmes, tu vois. Des problèmes, des chutes, des erreurs, des moments de difficulté. C'est là qu'il a sa saveur, le succès. On revient d'ailleurs sur les podiums. Un podium où tu as galéré, mec, il a tellement de saveur. Alors qu'un podium où c'est en mode les doigts dans le nez, bon, ça arrive très rarement, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce rapport en fait à la difficulté. Et toi seul le sais. Et voilà, donc ouais, pour en revenir aux entraînements, donc 8 fois, 9 fois par semaine. Ce qui est un bon rythme. Les soirs où j'ai fait une séance de sport à midi,
je fais moins vénère, ou alors je fais des sessions plutôt créatives. Session créative, c'est aller chercher en fait des nouveaux moves. Donc en fait, je fais un peu n'importe quoi. C'est assez bizarre, tu vois. Tu te mets dans un état de flow, tu essaies de tenter des trucs. Généralement, je fais ça tout seul. Parce que souvent, je vais m'entraîner sur les Ketsen, et ça, il faut qu'on en parle d'ailleurs, hyper important. Mais souvent, je vais m'entraîner sur les Ketsen, en face du musée d'Orsay, avec les potos, quoi. On se retrouve presque tous les soirs de la semaine, presque tous les week-ends. Mais quand il y a les sessions créatives, là, je vais plus m'entraîner en isolé, parce que en fait, tu me regardes, tu te dis, le gars, là, pour le coup, tu as le droit de me dire, tu sais rouler sur une planche, toi? Parce qu'en fait, tu vois, j'essaie des moves, j'essaie de me mettre en déséquilibre, j'essaie de tenter des trucs, enfin ça ressemble à rien. Et des fois, il y a des trucs qui se passent. Et là, tu te dis, ah putain, magnifique. C'est rare, très rare, mais ça arrive. Et c'est là que tu vas aller chercher l'aspect création. Pour l'aspect association, c'est très important pour ceux qui nous écoutent. Je fais partie d'une association et je suis gérant avec d'autres personnes de cette association sportive parisienne qui s'appelle la Doc Session. Donc DOCK Session SE2SION. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes. Mais si je dis ça, c'est pas pour ça, c'est parce qu'en fait, on fait des rassemblements hebdomadaires sur les quais de Seine parisiens. Donc rive gauche, juste à côté du musée d'Orsay. Sympa. Mais mec, le cadre idéal, c'est sur les quais de Seine, c'est piéton. C'est juste à côté d'une petite boutique vendeur de panini et tout qui s'appelle Mozza & Co. Donc si vous tapez Mozza & Co, vous tombez direct sur l'endroit. Et publicité gratuite, putain, il va falloir que j'ai des droits chez eux. et en fait, on se rassemble là tous les dimanches de 14h à 18h. Et pourquoi je dis ça? Parce que toi qui écoutes, si tu es parisien proche banlieue, tu peux venir nous rejoindre, t'essayer à la longboard, au dancing, au freestyle. Même si tu n'as pas de board, tu peux venir tenter déjà de rouler vite fait sur les planches, voir si ça te plaît, même avec tes enfants, voilà quoi. Enfin, et on est très accessible, très ouvert en fait. Mais même d'ailleurs, toi, si tu veux venir un de ces quatre, tu vois, je m'adresse à la caméra parce qu'il y en a plein peut-être qui vont se dire c'est intéressant. Mais si tu as envie de venir un dimanche après-midi, tant qu'il fait beau, je le précise, parce que s'il fait moche, on n'est pas là. Parce qu'on ne roule pas sur un sol qui est mouillé. C'est l'équivalent de rouler avec une voiture sur une surface verglacée. Je te laisse faire un peu le calcul. C'est le même délire. Tu vas t'arracher, ouais. Ouais, c'est le même délire. Okay. En fait, c'est genre tu te prends le mur ou surtout tu te prends le sol. Mais ouais, donc cette association qui nous tient à cœur. Et d'ailleurs, en septembre, ça va arriver vite, il y a la journée sans voiture à Paris. Et où on se rassemble, on fait ce qu'on appelle une grosse rando. Ça va être la 8e saison cette année. Et où on est, ça varie des éditions, d'une édition à l'autre, mais la plus grosse édition, on a été 2000. 2000. Je sais pas si tu t'imagines 2000 riders, ce que c'est. Oh la vache, ça fait du bruit en plus, hein. Le feeling, mec. Oh putain, incroyable. C'est trop cool. C'est trop cool parce que c'est hyper bonne ambiance. Bah oui. Y a pas de rush, c'est pas une course. C'est juste on cruise ensemble. Et voilà, il y a 200, on devait être 1200. Il y a des années où on est un peu moins, tu vois, on est 500. Ça varie, tu vois. Je vais pas dire assurément qu'on sera 2000 cette année, mais en tout cas, il y a beaucoup de monde. Et c'est un super rendez-vous. Et c'est via la Doc Session aussi, donc l'association. Tout sera véhiculé sur nos pages Instagram. On mettra aussi les liens en commentaire. Ça ouais. Doc Session. Voilà. Et moi, ça, c'est une des plus belles choses, tu vois. C'est Lotfi qui a créé, Lotfi et Alex qui ont créé cette association. Moi, aujourd'hui, je l'ai reprise aussi avec d'autres personnes. Qui m'aident sur cet assaut. Il y en a plusieurs. D'ailleurs, il y a tous les bénévoles aussi qui travaillent activement dessus, qui font partie aussi du groupe de rail. Donc vraiment un méga big up à tout le monde. Mais voilà, on est une belle communauté, très inclusive, très respectueuse de l'autre. Ça peut peut-être être impressionnant quand on arrive sur les quais de Seine et qu'on voit certaines personnes qui font des moves et tout. Mais n'hésitez pas à venir nous parler. Le but, le dimanche, c'est vraiment d'être dans le partage, en fait. Tu vois. Le partage de passion. Et souvent, on a des familles qui viennent avec des enfants. On a des gens plus seniors aussi. Tu vois. Donc, c'est pas parce que tu as 50 ans que tu n'as jamais roulé que tu peux pas tenter. Nous, on en voit plein. Et donc, voilà, cet assaut, c'est super, tu vois. Ce que tu dis, c'est important parce que souvent, en tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est factuel, c'est clair, c'est précis. Parfois, on a peur, tu vois, tu sais, d'oser, même moi je le vois parfois à la salle, tu sais les mecs qui vont en matrixer avec sa casquette, faire du street curl, parfois tu sais je vois il y en a ils voudraient me parler mais ils osent pas, tu vois, alors que enfin moi je suis dans ton niveau, dans ta discipline, mais en fait c'est ça, aller voir les gens, tu vois, parfois on a peur de faire des choses dans la vie ou peu importe, mais
en fait, les portes sont ouvertes, tu vois. Parfois, tu te fermes les portes, alors que la porte, elle est ouverte. Ouais. Donc, allez voir les gens, tu vois. J'ai envie de te dire un truc, enfin, t'as totalement raison. Et si la personne est froide et fermée, en fait, ça veut dire qu'elle est pas intéressante, et ça à tout niveau, tu vois. Je suis d'accord. Et nous, on est vachement dans l'état d'esprit où si tu rayonnes et que t'es une belle personne, on s'en fout de ton niveau, en fait. Vas-y, viens avec nous. On est ravis de partager, que ce soit des discussions, du ride, etc. Enfin, voilà. Donc ça, pour l'assaut, n'hésitez pas à venir sur les quais de Seine. Et puis moi, à côté de ça aussi, je fais des stages. Alors là, c'est plus intensif, c'est plus sur de la discipline pure et dure. Des stages parisiens avec une amie qui s'appelle Cassandre Lemoine, et avec laquelle on fait des stages intensifs, donc de 2-3 jours sur Paris. D'ailleurs, on va relancer, ça s'appelle Ride and Smile. Et le but, c'est de prendre du kiff, et puis d'évoluer aussi dans la discipline. Et on va en relancer un stage là en septembre. C'est des stages généralement de 2 jours, 2-3 jours. Tu me diras, on mettra en story. Ouais, vas-y, avec plaisir. Franchement. Avec plaisir. Franchement, avec plaisir. Et puis voilà, et puis moi je reviens là des US où pareil, j'ai eu une expérience de dingue pendant une semaine. Ça, je voulais dire, finis là-dessus quand même, parce que c'est le gamin qui est arrivé de LA. Ouais. On a expliqué, voilà, avec le groupe de skateurs, etc. Et en fait, justement, je dis pas tu finis parce que la vie est encore longue pour toi, mais tu arrives, voilà, maintenant, tu es arrivé de LA. Ouais. Là, tu co-organises justement ce séminaire, ce stage, je sais pas comment tu veux l'appeler, mais à LA, c'est génial, tu vois, c'est fou, quoi. C'est fou, c'est vrai que c'est fou. Ça part du postulat, en fait, il y a 3 ans, avec le mec qui m'avait recruté en tant que team manager, qui s'appelle Brandon chez Moonshine, qui me dit, mec, il faudrait qu'on fasse un camp aux US. Je dis, ouais, t'as raison, évidemment que sur le papier, ça paraît simple et tout. Mais en fait, il y a toute la logistique derrière, contacter les hôtels. Moi, il faut que je me déplace à Los Angeles. Il faut donner des cours. Ensuite, on veut pas faire un truc de merde. Enfin, on veut pas faire un truc simplement simplement de longboard. On veut faire un truc où il y a du surf, où il y a du yoga. Un truc où tu as une expérience culinaire aussi, tu vois, en mode on fait déplacer un chef. Et donc voilà, et là dernièrement, en janvier dernier, on se dit, en fait il m'appelle et il me dit, mec, qu'est-ce que t'en penses du camp? J'y ai repensé l'autre jour, et en fait moi j'ai une illumination, je dis, mec, donne-moi une date, je débarque. Et je sais même pas pourquoi je lui dis ça, mais en fait j'étais dans un flow où je me suis dit, vas-y, ça fait 3 ans qu'on en parle, il faut le faire, tu vois. Parfois tu fais ça, il n'y a pas de raison précise pourquoi tu fais ça, qui est incroyable. Grave. Et donc voilà, et ça s'est fait, et on a organisé ça donc à Los Angeles, à Venice, un quartier de Los Angeles qui est sur l'océan, quoi. Et c'était super. On a eu un sold out, donc nous en termes d'expérience, c'est aussi un succès pour nous, parce que on a vendu donc toutes les places. On a été en partenariat sur le camp avec l'Audit Boards, donc la marque pour laquelle je roule. Donc en fait, la boucle est bouclée, tu vois. C'est moi, je les mets en relation avec le truc. On a fait vivre une expérience de dingue, parce que les mecs, on les a amenés dans l'entrepôt, là où il y a la création des boards, tu vois. Donc ils ont vu aussi ça, tu vois. Il n'y avait pas que de l'aspect sportif. Ils ont vu aussi qu'est-ce que c'était que l'envers du décor. Et dans un endroit absolument mythique, où moi, j'ai eu mon inspiration quand j'avais 18 piges, tu vois. Je me dis, waouh, là, je suis en train de créer un truc avec mon pote Brandon. Et c'est aussi évidemment en grande partie grâce à lui, parce que lui, il a géré plein de points là-bas. Mais c'est beau, quoi. C'est beau, tu vois, de boucler la boucle là-dessus. Et non, et les gens étaient hyper reconnaissants. Et c'est en fait quand tu vois que tu crées des étincelles chez les gens, je crois que c'est la plus belle des gratifications. Ouais. De se dire, tu rends quelqu'un potentiellement passionné d'une discipline qui t'est si chère et que t'aimes tant. Parce que moi, mec, je suis passionné à la moelle, c'est clair. Et c'est la plus belle des gratifications. Et je suis très reconnaissant aussi de ça, tu vois. Et je mesure ce que c'est. Et je me le dis très, très souvent, tu vois. Quotidiennement, je me dis que je suis reconnaissant envers la chance que j'ai physiquement aussi. Parce que j'ai 2 bras, 2 jambes. C'est pas le cas de tout le monde. C'est bête, mais souvent ça me revient, tu vois. C'est des trucs où se rendre compte qu'on a de la chance d'avoir ça. Et voilà, donc grosse reconnaissance. Mais c'est beau d'inspirer les gens, parce que tu vois, mine de rien, peut-être que t'as quelqu'un qui va faire ton camp, excuse-moi. Ouais. Et tu sais, je trouve que l'être humain, il est quand même en quête de sens. Ouais. Pourquoi t'es sur Terre? Ouais, la mission, c'est quoi ici? Et t'as des trucs comme ça, tu vois. Parfois le fait de découvrir un sport, parfois un métier. En l'occurrence, dans ton cas, c'est un sport, mais ça peut changer sa vie, tu vois. Ça peut donner un sens à sa vie, tu vois. Et tu peux vraiment métamorphoser une personne
juste parce que peut-être qu'elle a découvert le sport pour lequel elle a été faite, tu vois. C'est ouf. Ça qui est bien sûr. Bien sûr, et ça fait développer. Enfin, c'est un développement personnel aussi, tu vois. Et je trouve que le sport est quand même pour moi, la plus belle école de développement personnel. C'est génial le sport. Tu vis des émotions de fou, tu apprends tellement sur toi. Sur les autres aussi d'ailleurs. Sur les autres. Parfois, tu as des choses aussi qui te mettent des coups durs, mais tu te relèves. Tu as des choses que tu réussis qui du coup te permettre de réussir ailleurs. C'est ça qui est fou. Pour ça que moi je dis le sport, c'est... Après voilà, chacun fait du sport en loisir, en compète, chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'aime bien quand même le sport en compète où t'affrontes des gens, je trouve que t'apprends tellement de trucs, c'est génial. Comment tu gères le stress, comment tu gères le stress. Hyper intéressant. T'en as plein, ils savent pas gérer le stress. Hyper intéressant, c'est hyper intéressant. Donc voilà. Mais écoute, nous ça fait 1 heure en tout cas, un peu plus d'1 heure qu'on parle. Attends, mais mec, je n'ai rien vu passer, c'est un truc. C'est passé vite, je me suis demandé, parce qu'il y a pas mal de gens des fois qui disent ça dans des podcasts en mode mec, c'est passé trop vite, faille spatio-temporelle. Et ouais, c'est le cas. Mais tu sais que pour moi c'est pareil. Tu vois, la mission du podcast c'est donner la parole aux acteurs du sport en France, en tout cas ceux qui le vivent. Pour justement, moi le but vraiment à terme ce serait de faire en sorte que tu vois le sport en France puisse vraiment avoir la place qu'il mérite, D'ailleurs merci pour ça. Je sais pas si on te le dit, mais merci de nous mettre en lumière, merci de plein de disciplines. Là j'ai vu tes derniers podcasts là, Geoffrey. Jérémy aussi, discipline totalement différente. Il y a des trucs que je connaissais pas. Là je suis content. T'as découvert des sports. Ouais, grave. Et là pour moi c'est bon, là je vais rentrer chez moi dans le train, je vais être tranquille. Non, c'est stylé, je pense que c'est hyper important et surtout si on peut véhiculer ça aussi aux nouvelles générations, enfin l'envie de pratiquer du sport pour le corps mais aussi pour la tête parce que ça te le rend bien. Je suis bien d'accord. Écoute, merci à toi d'être venu dans le podcast. Merci. Rapidement, on va te faire ta petite promo, ce qui est normal. Ah, magnifique. Où est-ce qu'on peut t'as une caméra juste ici en plus que t'as regardé tout à l'heure. T'as eu le truc de je regarde la caméra. Où est-ce qu'on peut te suivre déjà sur les réseaux et après aussi mettre tes stages. De toute façon, nous mettra tout en commentaire. C'est gentil, merci beaucoup. Sur les réseaux, c'est Jeff Corsi, donc JE2F Corsi comme la Corse avec un I. Mon petit moyen mémotechnique qui passe bien. Et non, je ne suis pas corse. Mais gros big up aux Corses. Et sinon, donc le stage qu'on va faire là, c'est Ride and Smile avec Cassandre, mais ça, pareil, sur les réseaux, on fera de la pub là-dessus. L'association Venez Nombreux, n'hésitez pas, ça s'appelle Doc Session, DOCK, Session SE2SION. Pareil, les réseaux, surtout Instagram. Écrivez-nous des messages si vous voulez. Enfin, d'ailleurs, écrivez-moi des messages aussi perso si vous le souhaitez, en rapport avec n'importe quelle question autour de ma discipline. J'y répondrai avec plaisir. Je crois que j'ai fait le tour. Et le stage en Californie, ça s'appelle... On va sûrement le refaire. Alors moi, j'ai aussi des obligations avec mon taf, donc je vais voir. Mais c'est Venice Longboard Retreat. Et c'est co-animé avec mon pote Brandon. Mais pareil, si vous voulez des infos, n'hésitez pas à me contacter. Je répondrai avec grand plaisir. C'est avec grand plaisir de vous voir en vrai aussi. C'est pour ça que je vous parle des quais de Seine, parce que moi j'aime bien parler face à une cam, il n'y a pas de souci. Mais vous voir en vrai, c'est aussi le plus important pour échanger naturellement et humainement, on va dire. Voilà. Mec, je suis content, on a passé 1h30 tu vois, sans téléphone. Mec, donc même nous on a connecté, c'était incroyable. Quel bonheur. C'est ce que je dis, moi les podcasts en fait, pendant 1h30, j'ai parlé avec quelqu'un. Focus, donc forcément tu crées un lien avec ces gens-là, tu vois. C'est ça qui est incroyable, donc mec, je t'en remercie. Oh là, tu vois, je mets un coup. T'inquiète, on a cassé le micro, mais merci pour ton temps déjà, parce que c'est important aussi de le préciser. Et voilà, abonnez-vous à Jeff sur Insta. Moi, de mon côté, c'est important de le faire aussi. Je vous remercie parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui écoutent les podcasts. Et nous, on l'a vu, forcément, on s'est lancé il y a 1 an. C'était pas mal ce qu'on faisait, mais là, je pense qu'on a franchi un nouveau plateau. Donc, c'est grâce à vous qu'on a pu franchir en nombre d'écoutes, d'abonnés, etc. Mais vraiment en nombre d'écoutes surtout. Donc, merci à vous. C'est grâce à vous qu'on a des partenaires qui permettent aussi d'avoir le studio de podcast. Donc, je vous remercie une fois de plus Giftasso qui permet de le faire. Vous avez la pub juste avant dans le podcast de Giftasso. Et on a aussi Nutrimea qui accompagne le podcast. Donc, Nutrimea, marque française de compléments alimentaires, qui me fait confiance aussi parce qu'ils accompagnent le podcast depuis quelques temps maintenant. Et quand j'ai parlé du street curl, faire les championnats de France, ils m'ont dit mec, écoute, on est avec toi, on t'accompagne. Donc merci à eux. Et voilà, merci à vous, abonnez-vous à Jeff, abonnez-vous à nous, mais partagez, mettez un commentaire. Pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour Jeff et pour moi, c'est beaucoup. Donc voilà, c'était Jeff et Quentin.
Et nous, on se voit Merci, lundi les prochain. Merci à vous. Et nous, on se voit lundi prochain pour le prochain épisode. Prenez soin de vous, faites du sport. Ciao, ciao.